Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que je consacre au yin et au yang, à considérer comme deux polarités, deux facettes de notre réalité. Dans le peu que j'en comprends, il me semble que ce concept n'est pas très bien assimilé en Occident. Superficiellement, lui serait yang en blanc, elle serait yin en noir. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont complémentaires et symétriques comme les pôles d'une pile inséparablement liés de manière dynamique. Ils désignent aussi un intérieur, yin, et un extérieur, yang, en notre corps par exemple. Et il faut évidemment toujours les deux pôles dans une personne. Ils sont comme deux aimants qui s'attirent et se repoussent en même temps. C'est l'attraction et la répulsion. Ces énergies opposées fluctuent dans leur vibration. Elles nous donnent ainsi l'illusion de la vie et de la réalité. En hexagramme, dans le symbole qui constitue le trait yin et le trait yang utilisé dans le yi-yin, ils sont au nombre de 64 qui permettent de lire le quotidien, de l'interpréter, comme nous le faisons en étant plutôt dans le retrait ou dans l'action, avec forcément des basculements, comme les saisons et ces équinoxes. Chacun est la cause de l'autre. Et dans l'approche du yi-yin, la vie n'est pas écrite d'avance. L'approche fournit des interprétations et des conseils. Les cycles y seront toujours empreints de nos décisions binaires, elles aussi. Je décide ou je ne décide pas, par exemple. Et les deux dimensions sont présentes puisqu'il s'agit d'un choix, yang, et d'une attente, yin. En termes d'énergie, l'énergie dynamique, transformatrice, séparatrice, multiplicatrice est associée au principe yang, dit justement plus masculin. Et l'énergie passive, stable, structurante, condensante, unifiante est associée au principe yin, plus féminin. Bien que ce soit deux forces distinctes, on ne peut pas les séparer. Il faut plutôt considérer que l'une est le complément de l'autre. Si l'autre n'existait pas, l'autre non plus, l'une est même la conséquence de l'autre, force et faiblesse, en somme, symétrie et complémentarité. Qu'en sera-t-il de ce concept dans l'approche de Nassim Haramein? C'est ce que je vous propose d'aborder tout à l'heure. Dans l'approche de Nassim Haramein, on ne peut pas séparer l'esprit et la matière. L'esprit et la matière sont les deux extrémités du spectre des fréquences. L'esprit se trouve au niveau des fréquences les plus élevées, la matière au niveau des fréquences les plus denses. Entre les deux, il y a tout un spectre de ce que nous pourrions appeler l'énergie ou la vibration, où l'esprit peut vibrer au niveau de fréquences plus rapides et la matière peut vibrer au niveau de fréquences les plus lentes. Mais il s'agit d'un seul spectre. C'est le principe holographique généralisé par Nassim Haramein qui nous parle d'un univers pixelisé en communication constante, d'où l'émergence d'ailleurs de la conscience et de l'évolution entre toutes les parties présentes et organisées de façon non chaotique. C'est un réseau de structures interconnectées qui communiquent entre elles et il n'existe aucun système isolé dans l'univers. C'est comme s'il y avait des communications entre toutes les échelles et les résultats. Et le résultat est ce que nous appelons la conscience d'exister. C'est comme si l'univers pensait à lui-même
et se découvrir lui-même, c'est une boucle d'informations qui crée la conscience. Il y a donc ce qui va unir et permettre la croissance, la négantropie comme on l'appelle aussi, et ce qui désunit, amoindrit en favorisant la décroissance appelée l'entropie. Les deux dimensions sont et seront toujours présentes partout, y compris dans notre vie. Elles sont nécessaires pour que le système ne se bloque pas en se figeant, car alors il ne pourrait plus bouger ni évoluer. Tout serait figé à jamais, et au lieu de cela, justement, l'univers procède à travers la contraction et l'expansion de ces 64 tétraèdres assemblés qui vont battre exactement comme le ferait notre cœur. Voici comment Nassim Haramein nous explique ce phénomène. J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire la structure des planques, les mouvements des planques dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit planque sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau de triangulaire pour que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort. Quand les planques oscillent, la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les planques. Et là, on peut voir, les planques se triangulent, on peut dire se triangulent, c'est un nouveau mot, et ça crée ces géométries. Et ça, je l'ai pas publié encore. Je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des planques d'un côté, on peut voir comment, quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque planque moment, vous êtes en communication. Ainsi, quand la gravité se condense jusqu'en son point d'équilibre des 64 tétraèdres, elle nous donne cette stabilité du yin, et quand elle se disloque en force électromagnétique, elle nous apporte la dynamique du yang. Nous aurons bien sûr dans notre vie à équilibrer les contraires et les opposés, la grâce du néant et le défi de l'absolu, la paix, la sérénité ou la fuite en avant, les conquêtes ou les temps de repos, la confiance, le doute, le mental et l'émotionnel, le rationnel et l'irrationnel, le masculin et le féminin, le manuel et l'intellectuel, le physique et le psychique, etc. L'absence de confiance sera plutôt yin, et de clarté, yang, vont se traduire par les secrets, les mensonges, la dramatisation, la fuite, les obsessions, les agitations, ce qui va nous faire vivre dans la peur, la culpabilité, les fausses croyances limitatives, avec le danger signalé par le docteur Thomas Lamotte de traduire tout cela en mal-être, en malaise ou en maladie, parce que nous nous sentirions menacés, donc nous n'aurions pas pu faire face à des situations, nous ne nous sentirions pas protégés à temps, parce que nous avons peur, donc nous nous sentons dominés et nous nous sentons soumis,
parce que nous sommes dans une quête, dans une convoitise, nous aimerions gagner, nous n'y arrivons pas, et nous ne nous sentons pas assez pourvus, rassasiés, parce que nous sommes dans une quête d'identité, nous n'arrivons pas à nous faire respecter, nous ne nous sentons pas assez reconnus, parce que nous avons des limites et nous n'arrivons pas à les faire respecter, nous ne nous sentons pas accueillis, parce que nos prévisions sont pessimistes, nous n'arrivons pas à cerner le danger, nous n'arrivons pas à nous rassurer. Ce sont autant de dangers qui planent, bien entendu, potentiellement sur notre vie. Or, toute chose existe en un instant et le but de la vie est la croissance, de grandir dans le sens que nous donnons à nos propres expériences. Nous sommes un corps physique, mais aussi un corps énergétique, mental et émotionnel, et le vrai sens de la pureté sera dans la vibration d'amour. L'amour est la seule vibration qui rend tout immense, beau et joyeux. C'est une énergie de guérison. La seule énergie qui compte vraiment, qu'il importe de ressentir dans sa vie. Celle qui justement supplante les peurs, les hontes et les culpabilités. Celle qui apaise l'agitation, la frustration ou les soucis. Celle qui nous accompagne sous forme d'ange gardien. C'est elle qui est la source de toute création. Dieu, en somme, tout y est, à tout moment, à tout instant, présent, passé ou futur. Dans l'instant présent, hors du non-temps, là où nous pouvons entendre notre vraie dimension, notre vrai moi, notre être intérieur spirituel. Il faut donc le ressentir de manière empathique et demander à recevoir des informations. C'est le pouvoir de manifester nos rêves dans la réalité qui se situe en réalité dans la supraconscience, là où tout existe simultanément. Pour y accéder, il faut apprendre à faire taire le mental, le conscient bruyant, laisser venir l'intention et la visualisation en nous imaginant connectés à une source infinie d'amour et de lumière, d'information, de connaissances, et la laisser nous guider vers nos rêves et nos désirs. Son pouvoir est illimité. Nous pouvons imaginer obtenir avec reconnaissance ce dont nous rêvons, ce qui serait bien d'avoir, faire comme si nous l'avions déjà, et elle viendra si nous demeurons confiants et patients sous une forme ou sous une autre. La manifestation se produira au bon moment en fonction de ce qui pouvait nous être accordé. La surpensée s'éclaire, nous conditionne et c'est elle qui fait obstacle. Nous avons tous la capacité de dépasser ces croyances limitatives, de réaliser à quel point l'univers est lié à notre supraconscient. Ce à quoi nous pensons intensément peut se réaliser et il est important de se connecter à cette dimension supérieure en lâchant les soucis et l'agitation mentale. La supraconscience est notre réalité profonde. Nous y ouvrir est la clé qui nous donne accès au champ, à la véritable nature de l'univers, et nous y trouvons la confiance et la reconnaissance qui sera plutôt de tendance yin, la clarté, la direction et le but de notre vie qui sera plutôt d'orientation yang, qui nous libère toutes les deux de l'ignorance et du déni, de l'illusion et du mensonge, de la peur et de l'anxiété ou de l'agitation, des croyances limitatives ou encore des structures de pouvoir qui nous maintiennent dans l'oppression. Nous pouvons également nous connecter à la supraconscience par les rêves lucides. Nous possédons tous des capacités divines, elles nous apporteront de nombreux bienfaits. Il faut adresser une demande lucide, sans motif caché, en mode yin, en confiance et en gratitude, et en mode yang, en toute clarté. Des solutions nous seront données
Mais il est important de faire confiance au contenu et à la valeur des informations reçues. Il s'agit de demander avec foi et de croire en soi, mais surtout d'unifier la confiance yin et la clarté yang en toute chose et en tout temps. Il faut toujours un objectif et des moyens d'y parvenir, bien sûr. Il faut toujours donc du yang et du yin, des objectifs et des moyens pour y parvenir, un contenu et un contenant. Le but ultime demeure qu'il soit bon d'être né pour chacune et chacun d'entre nous. Cela exige de toutes et de tous du respect mutuel, de la créativité, de la responsabilité et de la volonté déclinée en toute liberté, mais aussi et surtout la sortie de la violence de nos pulsions archaïques, narcissiques, sadiques ou masochistes. La vie bonne se vit dans une bonne orientation de l'ego, toujours en quête de sécurité, de confort, de rivalité, de convoitise, de pouvoir, de gloire et de jouissance. La vie bonne sera du côté de la non-violence, de la non-ingérence, de la non-imposition, du non-attachement excessif. Elle se vit dans cette quête permanente du bon et du beau, qu'il soit passé, présent, pas encore là, donc à venir, qu'il soit en soi ou autour de soi, ou même en l'autre. La vie bonne est dans le juste équilibre, la juste relation à toute chose, qui privilégie, bien entendu, l'harmonie, mais aussi autre chose, ce qu'avait très bien vu Albert Einstein quand il disait « la vraie religion ». C'est de vivre intensément, c'est de vivre avec toute son âme, toute sa bonté et toute sa droiture. Ou encore, cette vie bonne, elle est dans les propos de Nelson Mandela, qui nous disait l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, sont des qualités à la portée de toutes les âmes. Et ce sont les véritables fondations de notre vie spirituelle.